Bonjour, dans cette vidéo, on se lance ensemble dans la création de plans de travail. Je vous explique étape après étape comment j'ai créé les miens et après, c'est à vous de jouer. Les plans de travail, ce sont des programmes que l'on prépare pour ses élèves avec une série de tâches à réaliser dans un temps précis. Si vous souhaitez connaître les avantages de ce dispositif ou si vous voulez savoir comment je les utilise en classe, je vous conseille de visionner les 2 vidéos précédentes de la série. Il existe presque autant de plans de travail que d'enseignants, car chaque enseignant va adapter le plan de travail à sa pédagogie et à son organisation. Dans cette vidéo, je vais vous détailler les étapes clés selon moi pour démarrer. À vous ensuite de vous les approprier et de les adapter à votre fonctionnement. Avant de se lancer dans la rédaction de ces plans de travail, il faut déjà avoir réfléchi au périmètre que l'on souhaite leur donner. Le premier élément qu'on va regarder, c'est celui de la durée. Effectivement, des plans de travail, on peut les faire à la journée, à la semaine, pour 15 jours, pour un mois ou pour un trimestre. Moi, j'ai fait le choix d'avoir 2 plans de travail par période, ce qui signifie que chacun de mes plans de travail fait 3 ou 4 semaines. Le deuxième élément qu'il va falloir envisager est celui de la périodicité et de la durée des créneaux. Est-ce qu'on souhaite que les élèves travaillent tous les jours sur nos plans de travail ou une fois ou 2 fois par semaine? Et quelle va être la durée de chaque créneau? Est-ce qu'on souhaite qu'ils y passent 15 à 20 minutes, ce qui est très adapté au cycle 2, ou est-ce qu'on souhaite qu'ils y passent 30 à 45 minutes, ce qui est plus adapté au cycle 3? On se posera également la question des matières qui vont être travaillées. L'objectif, c'est de pouvoir se dégager du temps pour aider des élèves en difficulté, ou de pouvoir mener des ateliers dirigés ou des leçons en demi-groupe, par exemple. Il faut donc choisir les matières que l'on va travailler en fonction de cet objectif. Moi, j'ai fait le choix de mettre dans les plans de travail tous les éléments de l'étude de la langue et toutes les notions étudiées en mathématiques. Enfin, il faudra qu'on regarde la durée moyenne des exercices. Pour pouvoir élaborer un plan de travail, on a besoin de connaître quelle est la durée moyenne des exercices du manuel qu'on utilise. Parfois, les exercices sont très longs, parfois ils sont très courts. En ce qui me concerne, les exercices prennent en moyenne 10 minutes. Donc, avec des créneaux de 30 minutes, je prévois 3 exercices. Avant de vous plonger dans la rédaction de vos progressions, vous allez devoir déterminer pour chaque période le nombre d'exercices maximum que vous allez pouvoir donner à vos élèves. Pour cela, vous allez compléter un petit tableau qui vous permettra de calibrer ce nombre d'exercices. Voici comment procéder. Pour notre exemple, on va imaginer qu'on veut faire les plans de travail de septembre à Toussaint, soit 7 semaines de travail. On va commencer par calculer le nombre de séances que cela représente. Comme je travaille 4 jours par semaine, 7 semaines x 4, ça fait 28 séances. Ces 28 séances, pour chacune d'elles, je prévois de faire 3 exercices. Ça donne donc une moyenne de 84 maximum et je vais réduire même à 80 pour me laisser un petit peu de marge. J'aurai donc 40 exercices maximum par plan de travail, vu que je fais 2 plans de travail par période. Maintenant que vous connaissez le nombre maximum d'exercices à donner à vos élèves dans ce plan de travail, il vous faut choisir les notions à travailler. Pour cela, vous allez devoir établir vos progressions annuelles et les répartir par période. C'est ce que vous faites déjà en fait à chaque rentrée scolaire, quand il y a des nouveaux programmes ou que vous arrivez sur un nouveau niveau. Mais pour les enseignants débutants, voici comment je procède habituellement. Lorsque je construis mes progressions, je procède toujours de la même manière.
Je commence par lister toutes les notions à étudier à partir des programmes officiels. Ensuite, je me les mets dans un ordre qui me semble logique et je compare avec le contenu de mon manuel de façon à pouvoir adapter ce dernier. J'identifie les notions complexes et les notions simples de façon à pouvoir cibler le nombre d'exercices qu'il faudra mettre à chaque fois et je répartis ces notions par période. Alors, petite astuce, personnellement, pour avoir une marge de manœuvre et être certaine de boucler mon programme, je compte toujours une demi-semaine en moins à chaque période et je ne compte que 15 jours de travail au mois de juin. Et comme ça, si jamais je prends du retard, ça me permet de le rattraper. Je vais maintenant vous montrer ce que donne une progression annuelle. Sur cette progression d'orthographe pour une classe de CE2-CM1, on voit en rouge les notions complexes sur lesquelles je pense mettre plus d'exercices et on voit les 5 périodes avec 3 ou 4 notions à travailler à chaque fois. Le travail de préparation est maintenant terminé. Vous allez pouvoir vous atteler à la création de vos plans de travail. Pour chaque période, vous savez combien d'exercices vous pouvez donner au maximum et combien de notions doivent être étudiées. À vous d'attribuer pour chaque notion le nombre d'exercices que vous jugez approprié. Par exemple, si je suis en train de préparer un plan de travail en français et que je dois faire travailler à mes élèves l'homophone AA en orthographe, je prévoirai 2 exercices parce que c'est une notion plutôt facile. Si par contre nous travaillons sur le complément du nom en grammaire, je prévoirai 4 exercices parce que la notion est plus complexe et j'ai besoin d'une plus grande progressivité. À ce stade, vous n'en êtes pas encore à choisir les exercices dans le manuel. Pour l'instant, vous vous contentez d'estimer la charge de travail pour chaque notion. En effet, je pense que si on choisit d'abord les exercices dans le manuel, on prend le risque d'en choisir trop et d'avoir des plans de travail irréalisables matériellement par les élèves. En procédant dans ce sens, vous vous assurez de bien calibrer vos plans de travail et cela vous oblige aussi à mieux choisir les exercices puisque leur nombre est limité. Il est enfin temps de choisir vos exercices dans votre manuel et de les lister pour les intégrer au plan de travail. Il est préférable de ne choisir qu'un seul manuel pour éviter de perdre ses élèves en cours de route. Si pour une notion donnée vous n'êtes pas satisfait par les exercices proposés, vous pouvez toutefois créer des fiches photocopiables que vous donnerez en même temps que le plan de travail à vos élèves. Au cycle 2, on procédera un peu différemment. Les enfants étant plus jeunes et moins autonomes, on aura tout intérêt à créer des mini-fichiers par plan de travail avec tous les exercices à la suite sous forme de texte à trous. Ce sera beaucoup plus simple à suivre. Dans ma vidéo comment j'utilise les plans de travail en classe, que vous pouvez retrouver là, j'ai déjà expliqué comment je présentais mes plans de travail. Bon. En fait, les plans de travail, c'est quelque chose de très personnel. On n'est donc pas tous obligés de les présenter de la même manière. Par contre, il me semble qu'il y a quelques informations que les élèves doivent pouvoir très rapidement identifier sur votre support et je vais vous les lister ici. Sur mon plan de travail doivent figurer très clairement le numéro et le titre de la leçon pour réviser, relire avant de faire les exercices, la page du manuel et le numéro des exercices, bien sûr, et la référence de l'évaluation puisqu'il la passe en autonomie, soit sur papier, soit en informatique. Alors voici à quoi ressemble un plan de travail mathématique terminé. On y retrouve bien le numéro et le titre de la leçon, la page du manuel et les numéros des exercices. En général, quand je constitue le plan de travail, je prévois une colonne par semaine
Donc s'il y a 4 semaines dans le plan de travail, je mets 4 colonnes. Je vais parfois décaler certaines notions pour qu'elles ne départent pas toutes en même temps. Dans le cas de l'addition ici, je trouvais plus logique de démarrer l'addition en ligne et de n'aborder l'addition en colonne que un petit peu plus tard. Donc je l'ai décalé d'un cran, j'aurais pu également le décaler de 2 crans. Les bilans sont clairement identifiés parce que mes élèves peuvent les faire en autonomie, donc ils peuvent aller les chercher. Et il m'arrive parfois de mettre 2 exercices dans la même colonne quand je souhaite ou quand l'élève peut les faire dans la même séance. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à procéder de la même manière pour les 4 autres périodes. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup de travail au départ, mais en réalité, ce dont il faut être bien conscient, c'est que c'est un gain de temps. Parce qu'ensuite, pour le reste de l'année scolaire, vous serez disponible pour vos élèves en difficulté et vous n'aurez plus à vous soucier de cette matière-là. Vous pourrez vous consacrer à d'autres projets de classe. Si cette vidéo vous a plu, cela m'aiderait vraiment beaucoup si vous me mettiez un pouce bleu et que vous vous abonniez à la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire en m'indiquant les sujets que vous voudriez que je traite. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.